Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du burn-out professionnel, que l'on appelle également épuisement professionnel. Alors je sais, on est en pleine période de confinement, on a besoin de positivité, mais je me suis dit que c'est justement le moment qui est vraiment fait pour l'introspection. Se poser la question sur notre rythme de vie, se poser la question sur le sens de notre vie privée, professionnelle. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler de l'épuisement professionnel. C'est un sujet qui me touche parce que voilà, on entend tellement de choses comme quoi le burn-out ne touche que les faibles ou que ça touche que les autres. Mais c'est pas vrai, ça ne touche pas que les autres et ça ne touche pas que les faibles. Au contraire, ça touche l'élément le plus important de votre entreprise, celui sur qui vous avez tendance à compter plus que sur les autres. Et ça peut toucher des personnes qui travaillent dans différents secteurs, hein, que ce soit dans le privé, dans le public. J'ai 20 ans d'expérience, j'ai travaillé 10 ans dans le privé et 10 ans dans le socioculturel. Et au final, moi, j'ai eu un épuisement professionnel dans le socioculturel. Donc, pour vous dire que ça touche tous les secteurs, toutes les branches, je travaille tous les jours en tant que burn-out coach avec des personnes qui ont fait leur travail thérapeutique et qui ont envie de retourner travailler. Et j'ai des infirmières, j'ai eu des managers, j'ai eu des personnes qui travaillent dans le secteur public. Donc voilà, ça touche énormément de personnes. Ma sœur travaille avec des personnes qui sont des parents. En tant que coach familial, elle travaille sur l'épuisement parental et ça touche tous les niveaux, toutes les classes sociales. Donc voilà, arrêtons de dire que ça ne touche qu'aux autres, que c'est quelque chose de à la mode. C'est pas du tout à la mode et c'est une vraie maladie, même si elle n'est pas reconnue en tant que telle. Alors on va commencer par la définir. Le Larousse nous dit que le burn-out est un épuisement professionnel, une fatigue physique et psychique, un sentiment d'impuissance. L'OMS nous dit que c'est une fatigue intense, une perte de contrôle, une incapacité d'aboutir à des résultats concrets. Moi, j'aime beaucoup la définition du psychologue et psychothérapeute Herbert Freudenberger. Je vais vous le citer. En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles, sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe. Leurs ressources internes en viennent à se consommer comme sous l'action de flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. J'aime beaucoup la fin, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. J'ai des personnes qui me disent, écoute Nadia, j'ai tellement peur de rencontrer des collègues dans le supermarché parce que j'ai pas l'air malade. Ben, c'est clair, si tu te casses une jambe, tu as un plâtre. Si tu as eu un accident, tu portes peut-être une minerve. Si tu as un rhume, tu as le nez qui coule. Tu as un eczéma, tu peux montrer tes plaques de psoriasis ou d'autres. Mais un burn-out, ça ne se voit pas. À la fin, oui. À la fin, oui, ça se voit. Quand on a les gros symptômes, ça se voit à notre mine. Mais au début, pas vraiment. Et je trouvais que c'était important de partager avec vous cette définition-là. J'aime aussi beaucoup celle du docteur Christina Maslach, qui est venue avec 3 catégories. Elle dit que d'abord, on a un épuisement émotionnel, on a également une dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'on est comme un robot. À la fin, on est comme un robot. On fait les choses machinalement. Et puis, on a une perte d'accomplissement de soi. À la fin, on se pose vraiment des questions sur le sens de ce qu'on fait. On a l'impression que ça n'a plus de sens, que nos valeurs ne s'y retrouvent pas. On ne se sent plus valorisé, compris, écouté. Et au fond, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a différentes phases. Il y a d'abord une phase d'alarme où vous allez avoir la manifestation du stress. Et c'est normal. Le stress, il est bon. Il est là, tout comme les émotions, pour nous aider à survivre tout simplement. C'est l'instinct de survie. On va mobiliser notre corps avec le stress. On va mobiliser notre corps pour soit se battre, soit s'enfuir, soit rester immobilisé et attendre que le danger passe. Et ensuite, après la phase quand on a ce stress, normalement, on est censé retourner, retour au calme, on se repose, on est très fatigué à ce moment-là, et puis on a tout d'un coup faim. Donc voilà. Mais quand vous avez vécu cette phase d'alarme pendant 6 mois, 1 an, dans mon cas, mon burn-out, mon déni de burn-out a duré 3 ans, parce que c'est vrai qu'on a un déni. Vous avez des symptômes et vous n'écoutez pas votre corps. Vous arrivez dans une phase de résistance. Le corps s'adapte aux sensations de stress et devient résistant. Ça veut dire que voilà, maintenant je suis habituée au stress, je n'entends plus l'alarme. C'est comme les citadins, c'est quand ils sortent et ils vont à la campagne qu'ils se rendent compte que, ah oui, c'est calme. Mais en ville, ils ont l'habitude des bruits, des klaxons, des voitures, des embouteillages, ça nous fait même plus rien. Eh bien,
votre corps, il va s'adapter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps va donner des symptômes plus forts. Ah, tu veux pas m'écouter quand je te donne tel symptôme. Allez, je vais en remettre une couche. Et là, on arrive à la phase de rupture. Réapparition du stress, c'est-à-dire de la phase d'alarme, des nouveaux symptômes. Et on continue à s'adapter, hein. Et puis, on a la phase d'épuisement. Vous savez, ce matin où vous voulez vous lever, vous n'y arrivez plus. Où vous vous mettez à pleurer sans trop savoir pourquoi. Où votre corps vous fait tellement mal que vous... plus moyen de sortir du lit. Alors on croit qu'avec une semaine de maladie, on va voir son médecin, ou on l'appelle, dans mon cas, on l'appelle pour qu'elle vienne parce qu'on ne sait plus bouger. Et le médecin vous donne une petite semaine. Mais le médecin, à force de voir vos symptômes, sait que vous avez un burn-out et commence tout doucement à vous donner, à vous dire ce mot qui fait mal, ce mot que vous n'avez pas envie d'écouter. Et à un moment donné, vous avez des angoisses, perte de défense psychologique. On est complètement perdu. On a l'impression qu'il y avait une vague, qu'il y avait un tsunami, qu'en fait, il y avait les alarmes, tout le monde nous disait « le tsunami arrive !» Et nous, on disait « non, non, tout va bien, mais non, mais non, mais non !» Et le pire, c'est que vous n'étiez pas dos au tsunami, vous étiez face au tsunami. C'est juste que vous n'aviez pas envie, vous le voyez comme une petite vague. Et puis après, vous recevez la vague en pleine poire. Et pour certains, ça prend du temps, mais je vous assure qu'on peut s'en sortir. Je terminerai l'audio avec ma propre expérience. Quelles sont les causes? Un burn-out est multicausal. Il n'y a pas qu'une seule cause, il y en a plusieurs. Dans mon cas, la plus grosse des causes, c'est la charge de travail élevée. J'ai commencé comme business contrôleur, puis on m'a demandé d'être business coach, puis directeur financier, puis directeur des ressources humaines, puis d'intégrer le comité de direction, et puis on m'a demandé de faire des formations en interne, de représenter la sauce auprès d'un conseil d'administration, tout ça bien sûr dans un plein temps, et tout ça bien sûr l'un à côté de l'autre. Puis on m'a demandé de remplacer le comptable, pourquoi pas. Puis j'ai dû remplacer la personne qui faisait les ressources humaines pendant son congé de maternité. Mais au fond, pourquoi est-ce que j'ai accepté tout ça? Pourquoi est-ce que quand je disais non, on m'écoutait pas, que je tirais la sonnette d'alarme et il n'y avait rien qui était fait? Pourquoi est-ce que on m'a demandé à moi et pas aux autres? Très bonne question. Je vous donnerai les réponses à la fin de l'audio. Charge de travail élevée, deadline irréaliste, manque de clarté, consignes contradictoires. Moi, j'ai une amie qui a eu un épuisement à cause de ça. Elle avait une patronne. Elle avait d'abord ce qu'on appelle le manque d'autonomie et le manque de clarté. Ça veut dire qu'elle avait une patronne, une vraie tortionnaire, qui donnait des infos contradictoires, créait plein de procédures, et à la fin, elle travaillait dans le secteur public. Elle savait plus sur quel pied danser, mon amie, ne savait plus sur quel pied danser. Elle me disait, Nadia, je te jure, elle nous demande A, et le lendemain, elle dit B, et en plus, on doit gérer ses humeurs. Donc un jour elle est de bonne humeur et un jour de mauvaise humeur. Mais ça aussi, ça a causé son manque, ça a causé son burn-out professionnel. Vous avez également ce qu'on appelle le déséquilibre entre les objectifs et les moyens à disposition, et les conflits entre vos valeurs et celles de l'entreprise. J'ai coaché pendant plusieurs mois une infirmière, et elle me disait, quand elle est arrivée dans cet hôpital, tout était super. Chouette équipe, chouette patron, voilà, la patientèle était vraiment super et tout. Et puis après 2-3 ans, il y a eu une nouvelle direction, le conseil d'administration a changé de cap, c'est devenu comme une gestion d'un hôtel au lieu d'un hôpital. Du coup, ses valeurs à elle ont été complètement mises à mal, et elle n'avait pas les moyens comparé à ce qu'on leur demandait. Elle me disait, Nadia, on est 2 infirmières pour autant de lits, moi je n'arrive pas, je suis épuisée, j'ai envie de faire du bon travail, et en même temps, d'un autre côté, je peux pas faire des heures sup parce qu'on a une autre équipe qui arrive par la suite, et je peux pas accepter de l'arrêt maladie parce que si j'arrête, mes patients, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc là, c'est un cas concret que j'ai moi-même vécu, à travers une personne que j'ai coachée. Le déséquilibre entre les efforts fournis et la reconnaissance. Là aussi, je me suis retrouvée avec un professeur qui était en burn-out, qui lui avait des difficultés avec la direction, des difficultés avec les élèves, un public très difficile à gérer, des ados de première, deuxième, troisième secondaire, et il n'avait pas les moyens, on lui mettait pas les moyens, et en plus il n'avait pas de reconnaissance, ni de la part des élèves, ni de la part de la direction. On lui disait toujours que c'était lui le problème, alors qu'ils étaient plusieurs professeurs à se plaindre du manque de moyens, du fait de la difficulté des élèves. Ils voulaient des éducateurs, ils voulaient des activités, donc voilà. Là, ça a aussi été contribution d'un burn-out qui a duré 6 mois. Faible soutien social.
Je le mets en relation aussi avec un environnement social et familial difficile. Moi, j'ai eu des collègues qui ont eu un un épuisement professionnel qui a duré longtemps. L'une avait un divorce difficile, une autre avait un membre de sa famille qui était très très malade. Du coup, elle devait vivre, enfin, elle ramenait leurs problèmes quelque part au boulot. C'est pas vrai quand on dit qu'on met une barrière, on reste humain. Du coup, elles avaient du retard dans leur travail et puis à un moment donné, elles se sont retrouvées dans un engrenage et puis du coup, elles ont complètement perdu pied. Elles étaient stressées, elles au boulot avec la boule à l'estomac. Elles n'arrivaient plus à gérer ni à la maison ni au travail. Vous avez également le mauvais climat de travail. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon climat de travail, mais ça a quand même suscité un burn-out parce que le mauvais climat, on le comprend très bien. S'il y a une restructuration ou s'il y a un turnover, beaucoup de gens qui partent, etc., ça va susciter un épuisement pro. Mais moi, j'ai travaillé dans l'inverse. Vous savez, le genre de boîte où tout le monde a envie de rester, où les gens sont passionnés par le core business, parce qu'on va changer le monde, parce que ci, parce que ça. Mais justement, un environnement très positif, ça va aussi vous donner un épuisement. Vous croyez quoi? Que les infirmières, que les gens qui travaillent dans des ASBL, ils sont tellement motivés par ce qu'ils aiment, par ce qu'ils font, que à un moment donné, ils ne savent pas mettre leurs limites. Et on a un burn-out professionnel. Et puis, on a aussi le manque de communication. Quand on est dans des endroits où il n'y a pas de communication, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas reconnu. Et voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les causes internes. Et moi, par exemple, dans mon cas, je suis, nature chiffre très analytique, 80%, c'est la faute de mon patron. Parce que je lui ai donné tous les signes et il m'a pas écouté. 20%, c'est moi. Qu'est-ce qui, chez moi, a fait que j'ai pas posé les limites? Les drivers, les croyances limitantes, les blessures de l'enfance. Ça a un impact. C'est pour ça que, pour vous en sortir, vous devez faire une thérapie, pour comprendre qui vous êtes, et puis ensuite un coaching pour vous donner les outils pour vous en sortir. Moi, j'ai dû comprendre que j'avais les 3 drivers, le ticket gagnant pour un burn-out. Sois parfait, fais plaisir, sois fort. Alors, il existe également 2 autres drivers que moi je n'ai pas, mais qui existent. Fais des efforts et dépêche-toi. Vos drivers, ce sont des messages contraignants. Vous avez eu des injonctions de la part de vos parents quand vous étiez petit et qui font que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Vos blessures de l'enfance. Lise Bourbeau a un livre magnifique, Les 5 blessures de l'âme. Il s'agit de l'humiliation, de l'abandon, du rejet, de la trahison et de l'injustice. Ça aussi, ça a un impact sur la manière dont vous voyez les choses, sur le filtre, les lunettes que vous portez, mais aussi sur votre comportement. Et puis vos croyances limitantes, c'est vos vérités. Vous êtes intimement persuadé que... on va essayer de faire des audios aussi sur ces thèmes-là durant le confinement. Et c'est pour cette raison que même... J'ai créé une ASBL après mon burn-out parce que je voulais que ce qui m'est arrivé ait du sens et qu'il serve à quelque chose. J'ai choisi le nom Improving Life and Skills parce que j'ai très vite compris que pour t'en sortir, pour avoir une vie épanouie et être heureux, il faut améliorer nos skills, nos compétences, nos connaissances. Et ça ne passe qu'à travers des formations, de la lecture. Soyez curieux, lisez, regardez des documentaires, écoutez ce que les partages d'expériences. C'est hyper important. On apprend à connaître les autres, mais on ne se connaît pas nous-mêmes. Et ça, c'est horrible. À l'école, on a des cours de biologie, on apprend le corps humain, c'est super, mais on ne nous parle pas des émotions, on ne nous parle pas des drivers, on ne nous parle pas de la psychologie humaine, alors qu'on mériterait, avant de choisir un nouveau job, vous allez sur le site internet, vous essayez de demander si vous connaissez quelqu'un qui travaille là-bas pour avoir plus d'infos. On va pas à l'aveuglette avant de tomber amoureux et ensuite de vivre en couple, de se marier. Vous apprenez à connaître une personne et vous connaissez pas. Pour moi, le trio important, et c'est ce qu'on donne dans notre ASBL, le 3 cycles, pendant 1 mois, on travaille sur les émotions. Le cycle numéro 2, pendant 1 mois, on travaille sur la confiance et l'estime de soi. Et le 3e cycle, c'est celui sur les drivers. Pour nous, c'est le trio gagnant pour apprendre à vous connaître. Et durant ces 3 mois de formation et de coaching, parce que c'est un mixte entre les deux, on travaille sur vos blessures, sur vos drivers, sur la confiance, sur l'estime, sur les croyances limitantes, sur les blessures de l'enfance, mais pas que. On travaille également sur
sur votre estime, sur votre histoire personnelle. Et puis on a des moments de partage où chacun vient raconter ce qu'il a vécu, ce qui l'empêche d'évoluer, de grandir, et ça fait un bien fou. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous inscrire à nos formations, mais également à nous suivre sur notre chaîne YouTube. On est sur Facebook, sur LinkedIn, sur Pinterest. On essaie vraiment, c'est une petite ASBL, on n'est pas subventionné, donc on fait avec nos petits moyens. Mais moi, je dis, chaque petite action peut aider les autres, notamment à travers cette petite audio, de partager avec vous ma propre expérience. Les symptômes. Alors, on a ce qu'on appelle des symptômes psychiques et physiques. Au niveau physique, vous allez avoir un épuisement, on peut avoir de la prise ou de la perte de poids, des douleurs gastriques, le souffle coupé, une mauvaise résistance aux infections. Et ça, c'est le docteur Herbert Frönberger qui le dit, ce n'est pas moi. Nous avons également le docteur Jean Garabé qui, lui, a complété ces symptômes-là en disant que voilà, vous avez les vertiges, l'insomnie, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de la fatigue, des infections rénales, pulmonaires, cutanées, des céphalées, des maux de tête. Et c'est pour ça que c'est assez difficile de diagnostiquer au départ le burn-out, parce qu'au début, moi, mon médecin, c'est ce qu'elle a eu, c'est elle va diagnostiquer une maladie, elle va vous donner un médicament, bien elle va vous dire va à l'hôpital, prends un rendez-vous, fais une radio, fais un scanner, fais ceci, fais cela. Mais c'est au bout d'un moment que c'est comme un puzzle, hein. Puis on se dit ah non, non, non. Je dois prendre du recul. Ça, c'est un épuisement parce que c'est cyclique. Dans les symptômes psychiques, on va avoir des insomnies, des troubles de la mémoire, perte de concentration, des réactions disproportionnées, tout simplement parce qu'on n'arrive plus à gérer les émotions. Hein. Vous allez au boulot comme si vous alliez à la guerre. Hein. Vous devenez un peu psychopathe, enfin, pas psychopathe, mais vous développez des psychoses. On a l'impression que tout le monde le fait exprès, que tout le monde est contre nous. On s'attend à un danger imminent. Les angoisses, les anxiétés, les frustrations, le cynisme. Bon, à la fin, on devient cynique. Hein, c'est juste, on n'est même plus motivé. Sentiment d'échec. On peut avoir de la perte de confiance en soi et d'estime de soi. C'est pour ça que pour nous, c'est important de travailler sur ça. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une confiance en moi à du 2000%. Ma croyance positive, c'est que je peux tout réussir, que je peux y arriver. C'est mon papa qui m'a appris ça quand j'étais petite. Donc l'arbre a vacillé pendant le burn-out, mais les fondations étaient solides, les racines étaient profondes et je n'ai pas perdu ma confiance. Mais j'ai eu un moment down, complètement bas, et j'ai dû remonter la pente. On a certains qui peuvent même avoir des idées suicidaires. Bon, je ne vais pas nommer ces entreprises-là, mais elles sont connues en France où il y a eu un déferlement médiatique où on a abordé ce sujet en long et en large, où il y avait tellement de suicides dans ces entreprises-là, des gens qui se suicidaient dans le lieu du travail. C'est juste horrible. Bon, heureusement, maintenant, il y a une loi sur les risques psychosociaux, mais malgré tout, c'est un phénomène qui continue et qui existe. On ne va pas le nier. Les symptômes, ce qui est important de savoir, c'est que les symptômes sont progressifs. Donc maintenant, je vais vous partager mon expérience. Au début, moi, j'ai eu des petits symptômes. Vous savez, à chaque fois que je prenais congé, j'avais des rhumes, j'avais des boutons de fièvre. En général, j'en avais un par an, vous savez, hein, quand on est un peu fatigué. Là, j'en avais plusieurs. Chaque fois que je prenais un congé, j'avais des rhumes, des grippes, des otites à répétition. Mais j'avais aussi des problèmes au niveau des amygdales. Alors j'allais voir un ORL qui me disait non, ça va, des sinusites. J'ai été voir aussi un gastro-entérologue parce que j'avais des aigreurs d'estomac. J'ai failli avoir un ulcère à cause du stress. Puis le médecin m'a envoyé voir un neurologue parce que j'avais pendant 6 mois des céphalées, donc des maux de tête, mais horrible. Le neurologue, à un moment donné, j'ai aussi été voir le même neurologue parce que j'ai eu, vous savez, comme les signes des AVC, des paralysies. À un moment donné, ma main ne fonctionne plus. Ça, c'était vers la fin. Donc, je vous rassure, ce genre de symptômes, c'est vers la fin. C'est à la fin des 3 ans de déni où mon corps m'a dit, OK, les bêtes grippes, ça ne te suffit pas. Les torticolis et tout ça, j'en ai eu plein des torticolis qui duraient mais des semaines entières. Et mon chef, il me disait, pas grave, Nadia, on a besoin de... Il ne le disait pas techniquement comme ça, mais moi, je le comprenais. On a besoin juste de ton cerveau. C'est pas grave, ton corps n'est pas important. On avait des conférences à distance, des réunions à distance. J'ai même eu une fois une collègue qui est venue, la secrétaire, pour me dire, elle me disait, Nadia, dis-moi, je dois mettre les chiffres dans le budget et moi, je le fais. Et moi, je savais pas bouger, je devais lui dire, elle notait. Mais encore une fois, c'est juste hallucinant. Avec du recul, je me dis, mais comment j'ai pu accepter ça? Mais bon, bref.
J'ai ensuite eu ce qu'on appelle des choses encore plus graves, hein. J'ai eu ce qu'on appelle du stress post-traumatique pendant quand même 1 an après mon départ de mon emploi. Chaque fois que je passais par une station de métro bruxelloise, j'avais tous les signes qui revenaient. Les angoisses, les insomnies. Donc j'ai eu de tout. J'ai eu, vous savez, l'angoisse où tu t'imagines le pire, le scénario possible, ou les insomnies du genre, t'as tellement travaillé, ton cerveau est hyper excité, du coup il sait plus s'endormir. Donc du coup t'as fini ton travail à 7 heures, mais il faut attendre 2 heures du matin pour dormir parce que il faut que les pensées se calment. J'ai eu l'insomnie du milieu de nuit, c'est-à-dire qu'au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu penses à tout ce que tu dois faire, à tes trucs et c'est tout, c'est foutu. Tu sais plus dormir. Et j'ai eu le troisième type d'insomnie. Bah ouais, comme mon déni a duré 3 ans, j'ai tout expérimenté. Celui où tu dors comme une masse et en fait à 5 heures du matin, t'arrives plus à dormir. Et aussi tu te réveilles, mais tu es fatigué. C'est comme si tu t'étais pas reposé. Tu prends des congés, mais ça sert à rien parce que tu tombes malade quand tu prends des congés. Et puis, après, j'ai commencé à avoir des choses plus importantes et graves, comme des trous de mémoire. J'allais chez une collègue et en fait, je me souvenais plus pourquoi j'avais été chez la collègue. Puis, j'ai commencé à avoir tellement de mails que rien que le bruit, vous savez, le bruit de ting, que vous avez un message, je ne supportais plus ni la sonnerie de mon téléphone professionnel, ni l'email. Ça suscitait en moi, mais mon corps se paralysait, se figeait. J'avais du mal à réfléchir. Alors c'est normal, hein. J'avais 6 métiers, hein. J'étais quand même directeur financier, directeur des ressources humaines, contrôleur de gestion, business coach, formatrice, tout ça dans la même boîte. Et puis je devais remplacer les RH, le comptable quand chacun était malade ou en congé de maternité. Et un job passionnant, que j'aime, mais qui m'a bouffé. J'ai compris que c'était parce que j'avais un driver du fait plaisir. Je ne savais pas dire non, ni poser les limites. J'ai compris que j'étais une perfectionniste, que forcément, quand on est perfectionniste, ben, on va pas déléguer parce que forcément, ils vont pas faire comme nous. Et puis, j'avais le driver du sois fort. Le sois fort faisait que, ben voilà, on patiente. Peu importe ce que t'as, tu focus, orienté résultat. C'est pas grave. On continue. C'est ce driver sois fort qui m'a permis de sortir de mon burn-out. À un moment donné, mon médecin m'a dit, écoute Nadia, là maintenant, tu as un burn-out, il faut l'accepter, il faut t'arrêter. Mais pour moi, l'arrêt maladie, c'était pas une option. C'était pas possible. Non, non, non. Donc moi, ce que je faisais, c'est comme j'avais tellement de récup, ben, je prenais des récup à toutes les vacances scolaires. Je prenais Pâques, Noël, je prenais juillet, août pendant 1 mois et demi, et ça m'aidait. Donc chaque année, j'étais au bout de ma vie au mois de mai, je tenais le coup, sois fort jusque juin, je revenais vers la mi-août, et puis je tenais le coup, puis j'étais fatiguée au mois de décembre, de nouveau congé. Mais à la fin des 3 ans, à un moment donné, il y a un matin, c'était juste pas possible, je ne savais pas. J'avais eu mon mois et demi, mais j'arrivais pas à retourner travailler, ça n'allait pas. Donc j'ai été voir une coach, et je lui ai dit, ben voilà, moi j'ai ça. Pendant 3 ans, j'ai lu plus d'une centaine d'ouvrages, j'ai lu des articles. Donc en fait, sans m'en rendre compte, j'ai fait ma thérapie, j'ai fait mon coaching moi-même. Donc la dame me dit, mais vous n'avez pas besoin d'une psychothérapie, vous avez besoin de quoi? Pourquoi vous venez me voir? Et je la regarde, je fais, bah écoute, je sais que j'ai ça, maintenant il me faut les outils. Et là, elle me dit, c'est un coach que vous avez besoin. Et je lui ai dit, écoutez, moi j'ai besoin de vous parce qu'en fait, je vais quitter un environnement toxique. Elle me dit, je vous confirme, c'est un environnement toxique. C'est un environnement qui est génial, super, rien à redire, le job de ma vie. Mais toxique, pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui sait pas dire non et pour une perfectionniste, il faut pas rester là. Et je devais encore travailler sur ça. Donc, elle m'a encouragée pendant les 3 mois où j'étais en train de chercher un nouveau boulot. J'ai presté la moitié de mon préavis et le dernier mois, j'ai accepté l'arrêt maladie, je me suis reposée et j'ai commencé un nouveau boulot que j'ai choisi stratégiquement, un temps partiel avec moins de responsabilités. En quittant mon job, j'ai 60% des symptômes qui ont disparu. Les 40 derniers étaient les plus graves et les plus difficiles. Pendant 1 an, j'ai lutté contre. Donc le matin, j'allais travailler et puis l'après-midi, je me reposais, je restais à rien faire et je prenais soin de moi. Et très vite, j'ai voulu créer mon ASBL.
parce que je voulais que ça ait du sens. Et cette ASBL, c'est ce qui m'a aidé à m'en sortir. C'était mon objectif. C'était voilà, c'était ça qui me permettait de tenir le coup et qui me disait que j'avais fait le bon choix de continuer à avancer. Grâce à la psychologue, j'ai eu la confirmation que j'étais une HP. Alors pourquoi j'ai eu un burn-out? Parce que je suis une haut potentiel et que j'ai un mode de fonctionnement différent des autres. Et que oui, j'ai dû faire un travail sur moi et comprendre qu'à chaque fois que j'ai quitté un boulot, j'ai toujours été remplacée par 2 personnes minimum. J'ai compris que j'avais un mode de fonctionnement différent et que parfois je suis tombée sur des employeurs qui n'avaient pas trop de scrupules à m'utiliser sans que je m'en rende compte et probablement sans que eux-mêmes s'en rendent compte, pas méchamment, hein. Et donc forcément, quand il y avait un challenge, c'est Nadia qui se lance dans le challenge. Quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un ne sait pas faire, on demande à Nadia. Et comme j'avais cette reconnaissance, comme mon estime passait à travers ce que je faisais, ben forcément, c'était ma motivation. Je faisais, j'avais ma petite récompense de waouh Nadia, tu l'as fait, personne d'autre n'aurait pu le faire, ben voilà. Et puis mon mode de fonctionnement différent fait que je fais plusieurs choses en même temps, que j'ai une pensée en arborescence, que forcément on est très investi. Donc le fait de comprendre que j'étais HP m'a permis de travailler sur ce côté-là et de ralentir, d'essayer de... Parce qu'un HP, il faut savoir qu'il s'ennuie très vite. Et mon ennemi numéro 1, c'est l'ennui. Et en faisant mon travail sur moi, je me suis dit, mais c'est fou. Les 10 premières années de ma carrière, j'ai passé ces 10 années à faire des cours du soir. J'ai étudié pendant 4 ans le droit fiscal, j'ai étudié pendant 4 ans l'arabe, j'ai également fait les sciences islamiques purement personnelles. Comme je suis musulmane, je voulais connaître ma religion. Pendant 2 ans, j'ai étudié cette matière-là. Puis j'ai fait pendant 1 an des cours d'anglais, pendant 1 an des cours de néerlandais, j'ai suivi pendant 4 ans des cours d'espagnol. Tout ça pendant que je travaillais. Et puis les 10 dernières années, je suis arrivée au socioculturel et c'est là que je me suis surinvestie parce que j'ai découvert un truc. C'est tu peux faire de la finance, mais pour un but. Grâce à ton don de chiffres, tu peux aider des gens à ne pas donner de C4 aux gens, à obtenir des nouveaux subsides, à faire grandir une association. Quand j'ai commencé, ils étaient 40, à la fin, ils étaient 80. Donc, je me suis surinvestie parce que j'ai découvert ce que c'était le job de ma vie, entre guillemets, ce que c'était d'être épanouie dans un travail. Je dis pas que les 10 premières années, j'aimais pas. Oui, j'aimais, mais voilà, tu calcules des chiffres pour des multinationales, tu fais des reporting, tu as un bonus à la fin de l'année, ouais, c'est chouette. Mais là, c'était, il y a un but. Donc du coup, voilà, moi, c'est mon histoire. Je me suis surinvestie parce que, voilà, j'ai découvert un sens, parce que j'étais HP, parce que j'étais dans un environnement toxique, parce que, voilà, tout le monde était épanoui, adorait son métier, bah forcément, tout le monde se surinvestissait. On suivait notre mentor, le fondateur, et on faisait comme lui. Et oui, j'ai tiré les sonnettes d'alarme, mais je disais non, mais je le faisais quand même. Et donc ça a aussi été, j'ai compris que ça venait de moi. J'ai donc dû travailler sur mon perfectionnisme, sur mes drivers, sur mon rôle, mon envie, mon sens par rapport au travail. Et aujourd'hui, je mets les limites. Je ne me surinvestis pas. Et malgré tout, que je suis quand même auto-entrepreneur et je fais beaucoup de choses. Je suis quand même prof de compta en cours du soir, j'ai mon ASBL, je travaille dans une association, dans un centre culturel flamand comme directeur financier, donc je fais beaucoup de choses. Mais, à la différence d'avant, je ne me surinvestis pas. Je ne fais pas plus qu'un plein temps. Tout est bien chronométré, j'ai envie de dire. Je donne des formations, oui, le samedi matin, mais je travaille en semaine à 4/5e pour justement utiliser, les formations le samedi après-midi. Je donne cours du soir, mais j'ai un travail, voilà, j'ai allégé mon temps de travail pour pouvoir faire des autres passions. Et c'est un mode de fonctionnement, je suis une HP, j'ai besoin de faire plusieurs choses, mais j'ai pas besoin de m'épuiser. Besoin de faire plusieurs choses pour stimuler mon esprit, mais pas besoin de me casser et j'écoute mon corps. C'est-à-dire que quand je sens que je suis malade ou que je suis fatiguée, eh bien, je vais voir mon médecin. Et oui, parfois, il m'arrive d'avoir un arrêt de 2 ou 3 jours. Avant, je me serais dit 2-3 jours, c'est pas grave. Non, un bête rhume, je me soigne. Je prends soin de moi. Et je n'ai plus besoin d'aller chez l'ostéopathe tous les mois. Je n'ai plus besoin d'aller voir mon médecin quasi toutes les 2 fois par mois. J'ai une vie beaucoup plus saine. Je fais du sport, je fais des activités qui me plaisent et voilà, mon estime ne passe plus par ce que je fais, mais par ce que je suis.
Voilà, j'espère en tout cas que mon partage vous aura aidé. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à notre chaîne YouTube on est également présent sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour un coaching ou pour une formation. On est vraiment là pour essayer d'aider tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Voilà, on essaie en tout cas, c'est ouvert à tout le monde, hein. Pour les francophones, pour les néerlandophones, les anglophones, on a la chance d'avoir étudié et d'avoir appris plusieurs langues. Et c'est cette richesse-là qu'on veut apporter, ce vivre ensemble, ce partage d'expérience. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt.